Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Troisième vidéo consacrée aux cartes survivantes de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. Et déjà, dernière vidéo sur les cartes de niveau 0. Première carte, gagner du temps. Je viens de me rappeler un truc que j'ai oublié dans la dernière vidéo, bon. Un événement qui coûte 1, trait, tactique et ruse, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test de volonté de difficulté X, X étant la valeur de combat ou d'évasion de l'ennemi choisi en choisissant la plus faible. En cas de réussite, inclinez l'ennemi choisi, mais ne vous désengagez pas de lui. S'il est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. En cas d'échec, renvoyez gagner du temps dans votre main. Alors le truc que j'ai oublié dans la dernière vidéo, c'est très tactique, donc ça peut s'attacher à s'en tenir au plan, si vous y avez accès. Donc là concrètement, on a une carte qui vous permet d'incliner un ennemi sans s'en désengager. Incliner, donc il n'effectuera pas d'attaque d'opportunité. Par contre, comme il n'est pas désengagé, il reste dans votre zone de menace, et si vous déplacez, il se déplace avec vous. Quelque part, ça va un petit peu penser à furtivité, peu importe la version, que ça soit version niveau 0 ou niveau 3, parce qu'on fait de l'évasion, mais on incline sans s'en désengager. Non, pardon. Là, on s'en désengage sans l'incliner, et il ne peut pas vous engager. Donc furtivité... furtivité, c'est comme on s'en désengage sans l'incliner. Si un autre investigateur dans le lieu, l'autre investigateur se retrouve engagé avec l'ennemi et doit le gérer. Gagner du temps, on l'incline mais on s'en désengage pas, du coup on devra soi-même le gérer plus tard, qu'on se déplace ou pas. Le fait qu'il soit incliné, ça va être important pour certaines cartes. Par exemple le 25 automatique. Combattre, si l'ennemi attaqué est incliné, vous gagnez plus 2 en force, et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. S'il n'est pas incliné, c'est une attaque à plus 0, plus 0. S'il est incliné, plus 2, plus 1. Combat déloyal, s'il est incliné, vous avez plus 2 à votre valeur de compétence. Et il faut que je vérifie... Alors ce n'est pas une évasion, donc on n'a pas l'attaque gratuite. On peut mentionner aussi le classique attaque par surprise. Infligez 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Donc vous faites un test facile. Ah oui, évidemment j'ai oublié de mentionner un truc, c'est dingue ça. Vous testez votre volonté. Les survivants ont généralement une assez bonne volonté. Contre la valeur de combat ou d'évasion de l'ennemi, en choisissant ce qui est le plus faible. Donc si vous choisissez la valeur la plus faible, elle sera normalement pas très élevée. En plus de ça, alors je me souviens jamais comment ça s'appelle, tenue élégante, en anglais c'est fine clothes. Voilà, tenue élégante diminue de 2 la difficulté, donc vous allez avoir un test de difficulté 0, 1, peut-être 2, ça paraît peu probable que ça soit plus. Donc, test facile à réussir, et derrière vous jouez cette carte-là, qui va faire des dégâts, sans avoir à faire de test pour vos dégâts. Et potentiellement vous pouvez enchaîner 2 attaques par surprise. Donc mettons que l'ennemi soit, je dis n'importe quoi, il est 6, 4, 1, gagnez du temps, vous faites un test de difficulté 1, avec tenue élégante, c'est un test de difficulté 0, c'est réussi, l'ennemi incliné, deuxième action, attaque par surprise, troisième action, attaque par surprise, et vous avez fait 4 dégâts sur un ennemi qui a 6 de valeur de combat. Incliné, avec des lilas O'Rourke, inclinez des lilas O'Rourke et dépensez X ressources, choisissez un ennemi dans votre lieu, infligez 1 dégât à l'ennemi choisi, 2 dégâts à la place si cet ennemi est incliné. X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Donc vous faites un dégât de plus, et ça peut être, je vais prendre un exemple concret, tiens, agglomérat de sphères, 1, 6, 4, gagnez du temps, difficulté 1 ou 0 si vous avez tenue élégante. Attaque par surprise, 2 dégâts, deuxième exemplaire d'attaque par surprise,
Delilah O'Rourke, voilà, vous l'avez vaincu. Sans avoir à vous débarrasser de votre arme de corps à corps. Voilà. Alors, j'ai dit cet ennemi, il reste dans votre zone de menace. Et si vous déplacez avec lui. Donc c'est une carte qui fait que l'ennemi ne vous gêne pas d'attaque d'opportunité, mais il reste. Donc c'est une carte qui va entrer dans les decks qui ont comme idée « je veux un ennemi pour être plus efficace ». Donc Trish Scarborough, alors elle peut pas jouer gagner du temps, mais son binôme peut. Donc le binôme incline l'ennemi, Trish enquête dans le lieu, enfin trouve un indice dans le lieu, et elle dit « il y a un ennemi, donc je récupère un indice bonus ». Round suivant... Oh, attendez, faut que je réfléchisse au tempo. Au round N, Trish Scarborough fait son enquête, profite de la présence de l'ennemi pour avoir un deuxième indice, puis va dans le lieu d'à côté. Le binôme, il utilise gagner du temps, l'ennemi est incliné mais toujours dans sa zone de menace, il va dans le nouveau lieu de Trish Scarborough, round suivant, Trish commence, elle rebénéficie de la présence de l'ennemi, et ensuite le binôme, éventuellement il achève l'ennemi, ou il le réincline, ou voilà, vous voyez. La carte aussi de ce cycle-là, faux papier, que ça soit de niveau 0 ou de niveau 4. Action, choisissez un ennemi dans votre lieu et inclinez les faux papiers. Discussion, effectuez un test d'intelligence de difficulté 1. Ce test gagne +1 sa difficulté pour chaque soupçon sur les faux papiers. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu et placez une ressource sur les faux papiers en tant que soupçon. En cas d'échec, vous devez soit défausser les faux papiers, soit l'ennemi choisi vous attaque. Donc faux papier, ça vous permet de trouver des indices en discutant. Normalement, ça fait que le test est plus facile, mais il faut un ennemi. Donc, voilà, gagner du temps. Alors attendez, faux papier, faut l'incliner. La version de niveau 4, il n'y a pas besoin de l'incliner. Donc potentiellement au round N, le truand commence. S'il a faux papier de niveau 4, il fait ses 3 tests. S'il réussit les 3 tests, il a 3 indices. L'autre, incliner l'ennemi, change de lieu, et change de lieu ou pas forcément, parce que faux papier de niveau 4 marche aussi pour les lieux connexes. Tour suivant, de nouveau, 3 discussions, et si tout se passe bien, 6 indices, facile à récupérer. Voilà. Carte suivante. Alors là, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je vois au nombre d'onglets. Ouais, vous les voyez aussi. Au bon moment, au mauvais endroit. Un événement qui coûte 0, qui a les traits esprit et double. Deuxième événement qui a, je pense, un truc d'un coup. Donc deuxième carte, survivant double. En tant que coût supplémentaire pour jouer au bon moment, au mauvais endroit, dépensez une action. Déplacez jusqu'à 5 dégâts et ou horreurs de votre investigateur vers des soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. Pour chaque soutien vaincu par cet effet, piochez une carte, retirez au bon moment, au mauvais endroit de la partie. Donc on a une carte qui coûte 2 actions et rien de plus, et qui permet de déplacer des dégâts et horreurs de l'investigateur vers des soutiens, n'importe quel soutien, contrôlé par n'importe quel investigateur dans le lieu. Donc c'est pour se protéger. Et derrière, il y a un effet de pioche. Ça a fait penser à Persévérance. Persévérance, c'est quand vous devriez être vaincu, vous annulez. Vous annulez jusqu'à 4. Donc, mettons qu'il vous reste 2 points de vie, 2 points de santé mentale, vous prenez 2 de chaque, vous jouez Persévérance, vous dites « j'annule les 4 ». Par contre, Persévérance, il faut le jouer sur l'instant, il vous faut 2 ressources, donc dans un deck cacher son jeu, Persévérance, ça vous sert pas, parce que si vous êtes privé de ressources pour vos bonus, vous ne pouvez pas jouer Persévérance, et si vous gardez des ressources pour jouer Persévérance, vous n'êtes plus sans ressources, et donc vous perdez vos bonus. Là, il faudra le faire
Préventivement, oui. Je vais y arriver. Vous pouvez pas attendre d'être vaincu, mais dès que vous avez un créneau de 2 actions, vous dites, allez hop, je déplace. Alors, vous pouvez le mettre sur des soutiens qui se soignent, hein. Peter Sylvestre, vous lui collez 2 horreurs, 2 rounds plus tard, il n'y a rien. Jessica Hyde, vous lui collez 2 dégâts, pareil, 2 rounds plus rien, il n'y a plus rien. Mais alors je vais pas tous les lister, mais ça marche aussi pour le manteau de cuir, le vieux souvenir, je sais plus comment ça s'appelle, la True Grit, détermination exemplaire, volonté de survivre, enfin bref, ça marche pour tout un tas de trucs. Et il y a aussi la fin. Pour chaque soutien vaincu par cet effet, piochez une carte. Alors, donc soit on va ventiler les dégâts ou les horreurs en essayant de ne pas perdre ses bons soutiens, ça c'est on déplace vers Peter Sylvestre et Jessica Hyde et les 2 alliés se soignent, ou alors on peut se dire tant pis, je sacrifie des soutiens, et dans ce cas-là ça vous fait piocher des cartes, et ces cartes-là normalement ce sont des solutions qui vont vous aider, parce que si vous ressentez le besoin de déplacer tous ces dégâts, toutes ces horreurs, c'est que vous vous sentez en difficulté. Et si vous vous sentez en difficulté, eh bien, piocher quelques cartes en plus ne vous fera pas de mal. Alors, selon comment vous répartissez ça, 5 dégâts et ou 5 horreurs, potentiellement c'est 5 soutiens vaincus, et donc la pioche de 5 cartes. Bon, c'est très improbable, hein. Je pense qu'il faudra plutôt tabler sur 2 cartes, mais c'est déjà bien. Et moi je trouve que ça peut être très intéressant pour Tommy Muldoon. Voilà, réaction quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs sur ce soutien, mélangez ce soutien dans votre deck, et pour rappel, Becky, elle fait que cette capacité-là de Tommy Muldoon peut servir à la recharger à la place. Donc vous avez Tommy qui en jeu a un certain nombre de soutiens. Voilà, hein, mettons Peter Sylvestre, Jessica Hyde, le flic en patrouille de niveau 2. Mettons voilà qu'il a Peter Sylvestre et Jessica Hyde. Il déplace ses 5 dégâts et ou horreurs, en se débrouillant pour que les 2 soient vaincus. Donc Peter Sylvestre au total il a 4 sur lui. Jessica Hyde elle a 4 sur elle. Les 2 sont vaincus. Il va piocher 2 cartes. Sa capacité X, c'est le total de dégâts d'horreur sur le soutien. Il y a 4 sur un allié, 4 sur l'autre allié. Ça fait un total de 8. Ça fait 8 ressources, ou 8 munitions pour Becky, ou peut-être 4 ressources et 4 munitions pour Becky. Et Peter Sylvestre et Jessica Hyde sont remélangés dans son deck. Et il pourra les rejouer plus tard. Voilà. Et oui, c'est intéressant parce que moi je l'ai toujours dit, Tommy Muldoon, il est intéressant, mais il a un gros problème, c'est qu'à force de remélanger des soutiens dans sa pioche, ça ralentit la pioche des cartes les plus intéressantes. Si vous n'avez pas encore pioché Becky et que vous remélangez un flic en patrouille dans votre pioche, puis un précieux souvenir, puis un manteau de cuir, vous attendez Becky encore et encore. Et donc Tommy Muldoon est toujours, je trouve, preneur pour des cartes qui font piocher. Voilà. Alors, dans ce cycle, au bon moment, au bon endroit, c'est aussi très utile. Ah tiens, je l'ai pas mis. Ah, c'est bizarre ça. Je l'ai complètement oublié, mais c'est très utile pour tout simplement le investigateur survivant, parce que Hank Samson, il peut encaisser pour les autres, et quand il devrait être vaincu, on passe, on va dire, à son étape 2, ouais. Et à l'étape 2, il a 4 points de vie et 6 points de santé mentale, ou 6 et 4, mais par contre il ne peut plus se soigner. Et quand des dégâts ou des horreurs sont placés sur lui, il a des effets. Mais voilà. Donc Hank Samson, on va être incité à encaisser beaucoup avec lui, mais on peut pas le soigner,
Par contre, rien n'interdit de déplacer. Donc, Hank, vous lui faites encaisser un total de 5, et là, en 2 actions, vous ventilez, j'aime bien ce terme-là, vous ventilez les dégâts et horreurs qu'il a sur lui. Potentiellement, vous vainquez des cartes, vous piochez d'autres cartes qui vont vous permettre d'encaisser plus longtemps. Autre truc intéressant, dans ce cycle, il y a la veste de chasse, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, action rapide, ça occupe un emplacement de corps, action rapide, inclinez la veste de chasse, choisissez une carte non faiblesse dans votre main et attachez-la face cachée à la veste de chasse. 3 cartes max attachées. Ensuite, gagnez une ressource pour chaque carte attachée. Réaction, quand la veste de chasse est vaincue, piochez chaque carte attachée. Donc la veste, une fois par round, vous prenez une carte de votre main, vous la glissez là, ça vous fait une ressource, puis 2 ressources, puis 3 ressources pour un total de 6 ressources. Donc voilà, déjà ça vous fait de la génération de ressources en action rapide, et à un moment donné, au bon moment, au mauvais endroit, vous déplacez 2 dégâts et 2 horreurs vers la veste de chasse, elle est vaincue, elle part à la défausse, vous récupérez vos 3 cartes, et vous piochez une carte, et voilà. Donc vous avez récupéré les 3 cartes qui ne vous intéressaient pas plus tôt, vous avez pioché une autre carte, et maintenant vous avez en main vos 4 cartes de milieu ou de fin de partie qui ne vous intéressaient pas en début de partie. Et puis, oui, un investigateur pour qui ça peut être intéressant, c'est Calvin Wright. Calvin, il a plus en volonté et plus en intelligence pour chaque horreur sur lui, plus en force et plus en agilité pour chaque dégât sur lui, 6 points de vie, 6 points de santé mentale, donc avec Calvin, la façon de le jouer généralement, c'est je me prends des dégâts et des horreurs pour me booster. Comme ça je deviens efficace, et pendant toute la partie, il faut avoir assez de dégâts et d'horreurs sur soi pour être efficace, mais pas trop pour se maintenir en vie. Et donc, avec cette carte-là, vous allez passer les 2 tiers du scénario à accepter de subir, tout en... vous jouez sur le fil. Vous jouez sur le fil parce qu'il faut être assez blessé pour être efficace, mais il faut pas être vaincu. Et puis quand vous sentez que vous arrivez à la fin de la partie... Ah oui, pardon, j'avais perdu mon curseur. Vous sentez que vous arrivez à la fin de la partie et... Pardon, j'ai bugué. Vous arrivez à la fin de la partie, et notamment si vous êtes combattant, voilà, vous voulez jouer Éclipse Sanglante. Pour jouer Éclipse Sanglante, il faut subir 2 dégâts en tant que coup supplémentaire. Vous ne pouvez plus en subir autant, donc votre Calvin qui peut être à 5 dégâts sur lui, vous déplacez ces 5 dégâts sur des soutiens, il redescend à 1 dégât sur lui, donc seulement une force de 1, ok. Vous jouez Éclipse Sanglante, vous lui infligez 2 dégâts, s'il a, allez mettons 4 horreurs sur lui, il a une volonté de 4, volonté de 4, plus 2, il combat à 6, en cas de réussite, il inflige 3 dégâts, et et dans la foulée, donc il faudra faire le au bon moment, au mauvais endroit, préventivement, voilà, un round vous jouez cette carte là, au round suivant vous déclenchez le combat de fin de scénario, première action Éclipse Sanglante, vous combattez avec 6 en volonté, 7 si vous avez Peter Sylvestre, voire encore plus. Deuxième action, vous jouez l'autre Éclipse Sanglante. Ces 2 éclipses sanglantes, potentiellement elles étaient attachées à veste de chasse. Donc vous vous réinfligez 2 dégâts. Comme vous étiez redescendu à 1 dégât, vous remontez à 5. C'est pas gênant, vous êtes toujours pas vaincu. Et si vous avez réussi vos 2 attaques, vous avez infligé 6 dégâts. Voilà. Allez, dernière carte une fois que j'aurai récupéré mon café. Alors, donc dernière carte, coup au but. C'est une compétence qui n'a pas d'icône, très entraînée. Vous avez le droit d'attribuer coup au but à un test de combat ou d'évasion contre un ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe.
En cas de réussite, inflige un dégât à cet ennemi. Alors là, il y a une critique assez intéressante. Alors, première chose, coup au but, ça inflige un dégât supplémentaire, ça fait penser à coup vicieux. Coup vicieux, un icône de force. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus un dégât. Maintenant, ah voilà, gros bras. Je sais pas pourquoi je pense à chaque fois à fort bras. Bref. Gros bras, si on l'inflige à... Pardon, si on l'attribue à une attaque qui utilise un soutien corps à corps ou à distance, on fait un dégât supplémentaire. Et peu importe avec quoi on fait le test, on a le droit de s'infliger un dégât pour remplacer le pion KO par un autre pion. Bon, voilà. Ensuite, le fait qu'on puisse l'attribuer à un test de combat ou d'évasion contre un ennemi dans un lieu connexe également, ça fait un peu penser à habileté au tir et les quelques cartes qui font du combat à distance. Voilà, habileté au tir, à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu ou à distance. Cette attaque peut cibler un ennemi dans un lieu connexe, ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Si cette attaque réussit contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, elle inflige plus un dégât. Donc, coup au but, a priori, dans un deck, a priori dans un trio ou un quatuor, ça va vous permettre, dans un lieu vous allez avoir le combattant principal, dans un lieu connexe vous avez le polyvalent, et ben le polyvalent va dire au combattant principal, tiens, j'attribue une carte qui va t'aider dans ton... ça t'aide pas à réussir le combat, mais si tu le réussis, t'infliges un dégât de plus. Et dans un deck de polyvalent, ça peut être intéressant, parce que ça booste aussi les évasions. Donc vous pouvez avoir une équipe avec un combattant pur, et coup au but l'aidera à faire les dégâts plus vite, un enquêteur / évadeur, et coup au but l'aidera à échapper aux ennemis, et un polyvalent qui fait un petit peu de tout, et il pourra attribuer coup au but à ses tests pour infliger des dégâts. Voilà, et au passage, oui, c'est marqué là, l'inconvénient de cette carte, s'il n'y a pas d'icône, Mintifan peut rajouter un icône. Voilà, donc elle y a accès. Donc pour elle, non seulement elle aidera en ajoutant un dégât, mais en plus elle aidera en boostant de 1 le test. Autre chose, la carte a le trait entraîné, donc la perfection vient de l'entraînement, cette compétence se tuteur, et elle est réutilisable. Donc dans un deck Mintifan, 2 copies de coup au but, plus 2 copies de la perfection vient de l'entraînement, et la capacité de Mintifan, ça fait que à 4 prises en un tour de deck, alors si vous utilisez la perfection vient de l'entraînement uniquement pour coup au but, ce qui est pas certain, à 4 prises c'est plus 1 et plus 1 dégât. Un truc qui est mentionné parmi les avantages, c'est que comme il n'y a pas d'icône, on peut attribuer ça à n'importe quel test. Coup vicieux, vous ne pouvez l'attribuer que si la compétence testée c'est la force. Gros bras, vous ne pouvez l'attribuer que si la compétence testée c'est la force ou l'agilité. Coup au but, vous pouvez l'attribuer à partir du moment où c'est du combat ou de l'évasion. Donc vous utilisez attaque par derrière, vous combattez avec votre agilité, vous pouvez l'attribuer, et entre l'événement et la compétence, ça fait qu'en cas de réussite, vous infligez un total de 4 dégâts en une seule attaque. Si vous utilisez attaque par derrière de niveau 3, vous avez un bonus... Ah non, pardon, il n'y a pas de bonus à la compétence. Bon. Ça s'attribue aussi à flétrissement. Voilà, donc flétrissement de niveau 0, au total vous pouvez faire 3 dégâts. Flétrissement niveau 5, au total vous pouvez faire 4 dégâts. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Amanda Sharp, elle a accès à toutes les compétences entraînées jusqu'au niveau 3. Et forcée, au début de la phase d'investigation,
piochez une carte, défaussez la carte située sous Amanda Sharp, choisissez une carte de votre main et placez-la sous Amanda Sharp. Forcez, au début d'un test de compétence que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp si possible, ne la défaussez pas quand le test se termine. Alors, bon, elle pouvait déjà faire ça avec coup vicieux, c'est vrai, j'y pensais pas. Mais là, elle peut attacher à sa carte investigateur coup au but, et pour toutes les actions de combat et ou d'évasion qu'elle effectuera pendant son tour, à chaque réussite, elle infligera plus un dégât. Et donc, elle pourra, que je trouve un bon exemple, alors c'est dans le pack de Harvey, l'événement de combat, ah oui, si c'est pas trié, invocation occulte, voilà, vous combattez avec votre intelligence, et vous avez plus 1, et voilà, Amanda, elle a 2 de base, elle monte à 3 avec l'effet d'invocation occulte, à 4 si elle défausse 2 cartes, elle va avoir probablement d'autres bonus en intelligence, et elle peut en plus à cette attaque attribuer coup au but. Voilà. Alors Silas Marsh, a priori il veut plutôt les compétences qui ont le trait inné, notamment pour faire de la récursion avec véritable survivant. Mais son harpon, j'en parlais je crois dans la vidéo précédente, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque, si vous avez attribué au moins une compétence à ce test, cette attaque inflige plus 1 dégât. Quand ce test se termine, vous avez le droit de renvoyer dans votre main le harpon du changement pour renvoyer dans votre main toutes vos compétences attribuées au lieu de les défausser. Donc, Silas, il n'a pas accès au coup vicieux, mais il a accès à gros bras. Avec gros bras et coup au but, maintenant il peut avoir dans son deck un total de 4 compétences qui augmentent de 1 le dégât. Et avec la capacité du harpon, il peut les remonter en main. Donc vous allez pouvoir, à un round, vous attaquer, vous attribuez une copie de gros bras, vous attribuez une copie de gros bras, une copie de coup au but, une copie de Quick Thinking, comment ça s'appelle déjà ? Voilà, présence d'esprit. Donc vous attribuez tout ça. En cas de réussite, 1 dégât, plus 1 parce que vous avez attribué des cartes de compétences, plus 1 pour coup au but, plus 1 pour gros bras, donc un total de 4 dégâts en une attaque. Fin de l'attaque, vous remontez et vous avez aussi, si vous réussissez assez largement, plus une action. Vous remontez le harpon dans votre main, vous récupérez vos 3 compétences, avec votre action bonus, vous rejouez le harpon, prochain round, en tout cas prochain ennemi, vous pourrez de nouveau attribuer ces compétences pour avoir de nouveau 4 dégâts en une seule attaque. Alors c'est amusant parce que dans la première vidéo sur les cartes survivants, je disais c'est pas passionnant, mais au final je crois que c'est la 3e vidéo où je dépasse les 30 minutes. Alors le petit récap. Gagnez du temps, vous temporisez un ennemi, vous l'inclinez sans lui échapper vraiment, vous le temporisez 2 utilités. Soit pour tout ce qui... soit pour comboter avec des cartes qui disent un ennemi incliné dans votre lieu, blablabla, mais attention, pas un ennemi non engagé, parce qu'il reste engagé avec vous. 2e utilité, toutes les cartes qui nécessitent un ennemi, notamment les cartes de truand qui vous font gagner des indices quand il y a un ennemi présent. Sinon dans les autres decks c'est pas intéressant. Et même, je l'ai pas mentionné, mais dans un deck Alessandra Zorzi, elle a séduire pour échapper réellement aux ennemis, donc ouais, dans son deck c'est pas très intéressant. Au bon moment, au bon endroit, c'est la carte qui vous sauve la vie si vous avez du tempo. Le fait que je dise si vous avez du tempo, ça se joue pas en solo. Par contre, si vous avez un deck de tank, si vous avez un deck qui... comment dire ? Voilà, vous avez un deck de tank, vous avez un deck qui a des raisons
D'encaisser des dégâts, c'est le moyen de se soigner pour engager la fin du scénario sans avoir peur que la moindre petite boulette vous vainque. Je mentionnais éclipse sanglante. Éclipse sanglante, pour faire beaucoup de dégâts, ça nécessite qu'on se prenne des dégâts. Ouais. Ouais. Voilà, enfin, vous êtes très blessé, vous dites, si je vais dans le dernier combat, ou même sans chercher le combat, si je pioche un ennemi, je rate une attaque et il la riposte, ou je rate un test sur une traîtrise, je suis vaincu, eh ben, allez, un petit soin pour ne pas être vaincu juste avant la résolution du scénario, un petit peu de pioche, potentiellement, voilà, c'est intéressant en non exemplaire, mais uniquement dans les decks qui prévoient de beaucoup se blesser. Et enfin, coup au but, alors c'est particulier parce que ça rend votre attaque plus efficace, ou l'évasion, ah oui, l'évasion éventuellement dans des decks qui font ce que j'appelle du combat par l'évasion. Vous faites une évasion, ça vous aide pas pour votre évasion, mais ça inflige déjà un premier dégât, et ensuite vous faites le combat, et vous avez déjà infligé un dégât avant de faire votre première action de combat. Pour le combat, ça vous aide pas à réussir votre attaque, mais ça augmente les dégâts de cette attaque. Donc, ça entrera soit dans des decks de soutien en trio, enfin des decks polyvalents en trio, typiquement deck Mintifan. En duo, j'étais déconcentré, j'ai l'impression d'entendre un truc sonner. À croire que le voisin du dessus a son alarme à 10h20 le dimanche. Oui, je disais donc, en dehors de ces cas-là, en duo, dans un deck de combattants, faudra avoir, ça n'entrera dans un deck que si à côté de ça vous avez vraiment du gros boost de vos combats. Par exemple, si vous attribuez 4 compétences à chacune de vos attaques, bon ça va, les bonus vous les avez à côté, ou si vous avez le totem macabre pour ajouter l'icône, ou... Ah non, totem macabre, il faut qu'il y ait déjà une icône. Et... je vérifie un truc. Ah non, par contre, voilà, Mintifan, c'est bon, il n'y a pas besoin qu'il y ait déjà une icône. Donc voilà. Donc, coup au but, bof, c'est quand même assez restreint comme utilité. Bon, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine, la 4ème, si je dis pas de bêtises, on verra des cartes à 1 ou 2 XP. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.